Les infos de la semaine et une info toute fraîche pour commencer, un trade. Je sais pas si tu as vu ça, nous sommes à un peu moins, alors au moment où vous écoutez, on est à 4 jours de la trade deadline, mais nous on vient d'avoir un trade à une semaine grosso modo de la trade deadline. Steven Adams est aux Houston Rockets, échangé, lui qui était blessé jusqu'à la fin de saison, blessé en début de saison et pour toute l'année, mais il a été échangé aux Rockets, donc les Rockets qui le récupèrent Steven Adams contre Oladipo et 3 deuxième tours de draft. Question, Baptiste, savais-tu que Oladipo était aux Rockets? Oui, mais je sais même pas s'il a joué un match ou une seule minute cette saison, je crois pas. Je pense pas. Non. Mais c'est vrai que ce qui est un peu curieux, je trouve, avec ce move du côté des Rockets, bon, il le paye pas très cher au final, il le paye rien il paye 3 seconds tours de draft si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que une des lacunes de l'effectif des Rockets cette saison, c'était le backup pivot derrière Sengun. Et finalement, bah oui, mais c'est très bien Steven Adams, mais il est pas là jusqu'à la fin de saison. Donc je suis un peu... j'aime bien dans la théorie, mais au final, il n'y a pas de vrai renfort sur cette saison. Et c'est vrai que je pense que les Rockets, il y a cette idée quand même de vouloir jouer, ou en tout cas être compétitif pour maximiser ses chances de play-in cette saison. Donc ouais, j'avoue que j'étais assez surpris en fait de cet échange, je sais pas toi. Bah, c'est vrai que tu dis ça leur a rien coûté. Oui et non, parce que en même temps, 3 deuxièmes tours de draft, c'est pas rien non plus, quoi. C'est pas tant le fait que ça aurait pu donner 3 joueurs fantastiques, c'est juste que sur le marché, pour faire des petites additions quand t'as une équipe compétitive, bah justement, ça passe souvent par des petits deuxièmes tours de draft, quoi. Tu sais, je sais plus qui est-ce qu'on avait l'an dernier, mais il y a ça se paye à coup de deuxième tour de draft pour récupérer des assets à la trade deadline. Donc c'est pas rien non plus, quoi. Donc c'est là où déjà il y a cet aspect-là, il y a l'aspect du fit sportif, mais toi t'as l'air de dire que ça sera un backup, mais en même temps un backup qui est payé assez cher, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il en est. Et en plus je crois qu'ils avaient aussi signé Jock Landale, non, l'été dernier, pour être le pivot backup, et apparemment donc ça marche pas trop. Qui est l'une des grandes déceptions, si ce n'est la grande déception côté Rockets, ouais. Donc c'est pour ça que j'imaginais je les imaginais chercher un autre pivot backup, ouais, mais qui était plutôt en état de jouer. Mais voilà. Oui. Bon, alors Steven Adams qui en plus blessure pour toute l'année, bon, qui a que 29-30 ans, hein, je crois, hein, puisque draft 2013, il se fait drafter en tant que freshman de mémoire, donc il doit avoir à peine 30 ans, et j'essaie de regarder au niveau du contrat, il est quand même payé 12 millions cette année, ok, et 12 millions l'an prochain. Donc ça va. Bon, 12 millions pour un backup, ça va, mais un pivot backup, c'est quelqu'un que tu vas utiliser moins, surtout quand ta star, a priori, ce serait Sengun, un pivot. Ouais. Donc, tu vois, je suis pas convaincu non plus, quoi, de cet aspect-là. Et c'est ce que je disais sur Twitter, tu vois, à la limite, moi, je veux bien faire des compromis avec certains profils, mais je trouve pas que Adams soit à ce point bon défensivement pour que tu puisses l'aligner avec Sengun et faire le compromis du spacing, ouais. Quoi. Franchement, je suis pas convaincu de ce move-là. Je pense qu'il a une utilité, c'est celle de la défense du post-up, et aussi en attaque, peut-être le dribble and-off et le passing, mais bon, ça a jamais cassé 3. Enfin, j'aime bien, hein. Je pense que c'est un joueur du top 100, du fin de top 100 quand il est en forme, mais je sais pas trop. Ouais, je suis d'accord, mais il y a un côté, je trouve ça complètement incompatible avec Sengun sur le terrain. Donc ouais, tu vas l'avoir, si Sengun joue 30 minutes, il joue maximum 18 minutes quoi par match. Et Sengun jouera sans doute un peu plus que 30 minutes, donc c'est... Ouais, j'avoue que c'est peut-être un peu cher en termes de salaire pour un simple backup, mais bon. Bon, après, c'est un contrat de 1 an à peine, donc ce sera à peine... Enfin, 1 an et 3 mois, quoi, je veux dire 2024 et 25, mais pas plus que 25, on va dire. Mais oui, alors tu sais que la dernière fois qu'il a joué de plus de 30 minutes par match, c'était la saison 2000, à ton avis 2017. Non, quand même pas. 2019. Okay. 2019 à OKC, mais après, on est toujours en dessous des 28 même, en dessous des 28 minutes par match, ou 26 carrément. Mais tu vois, je dis c'est un joueur de fin de top 100, mais en fait non, notre top 100 de l'été dernier, on l'avait pas, hein. Steven Adams dans le top 100, il était plutôt, on va dire, le range 100-150, grosso modo. Mais alors, du coup, je comprends pas trop ce move-là. Je pense que Houston aurait pu faire mieux sur le marché des transferts pour la trade deadline. Et par contre, pour expliquer aussi côté Memphis, je sais pas à quel point ça se comprend ou pas ou plus. Sportivement, ça se comprend pas. Je trouve que ça a pas trop de sens parce que c'était quand même un élément important de l'équipe. C'est quelqu'un qui était bien dans le collectif, etc.
et de l'autre côté, il y a aussi pourquoi est-ce qu'ils font ça. En fait, Memphis, c'est un move financier. Il faut aussi expliquer ça. Ils sont, pour l'instant, avec Steven Adams, le cap aurait été à 183 millions de budget salarial pour cette année, ce qui aurait été au-delà du deuxième apron, comme on dit, tu sais, le deuxième palier, qui est le plus restrictif, en termes de palier, c'est-à-dire que tu pouvais pas échanger tes choix de draft ou enfin bref, c'était pas très bien. Et comme en plus Memphis est pas très bon cette année, c'est pas impossible qu'on a un proprio qui ait dit quitte à être mauvais, en plus on va pas payer la luxury tax, ou en tout cas pas autant, donc voilà. vous me dégagez Steven Adams du roster. Si ça se trouve, c'est probable aussi que Marcus Smart ou d'autres éléments comme ça se fassent un peu échanger pour faire descendre le cap. Mais voilà, je pense que Memphis c'est pareil, il y a pas trop de remplaçants, c'était quelqu'un d'assez important dans l'équipe. Je pense qu'on est surtout sur un move financier. Ouais. Et en plus, Memphis avec 3 seconds tours de draft, ils vont avoir 3 role players. Oui, donc, c'est vrai. Donc c'est intéressant aussi. C'est vrai. Memphis qui joue avec des no-name, des mecs qu'on ne connaît pas, mais qui gagnent contre plusieurs équipes, ou alors qui accrochent. Très bizarre. Comme quoi, Jaren Jackson plus 3 bouts de bois, ça fait une équipe qui peut taper Miami ou qui peut taper des équipes comme ça. Bref, donc voilà pour ce trade, mine de rien, dans les infos de la semaine. Avec la chance qu'on a, il y aurait eu un autre blockbuster trade dans le week-end qu'on n'aura pas pu commenter, Baptiste. Sans doute. Entre l'enregistrement et le début de semaine de la publication. Autre news, au niveau blessure, Julius Randle, tu peux nous en parler, Julius Randle qui est blessé. A priori, ça va être pour 2-3 semaines. Au minimum. Ça aurait pu être pire puisque... Au minimum, ouais. Ça aurait pu être pire parce que blessé à l'épaule, apparemment, et on commençait à parler de potentiellement 10 à 12 semaines pour revenir à temps plein, je veux dire, revenir en forme. Bon, là, c'est moins pire, on va dire. En fait, c'est dans le match contre le Heat, du coup, dans le 4e quart-temps, il se disloque l'épaule et il rentre de suite au vestiaire. Et dans l'immense victoire contre le Heat, d'ailleurs. Mais en fait, ce qui était un peu inquiétant, c'est qu'on a mis beaucoup de temps à avoir les résultats. On a eu quasiment 48 heures, voire même 72, je crois, avant d'avoir les résultats vraiment officiels. Et là, si je ne dis pas de bêtises, il se fait réévaluer dans 2 à 3 semaines. C'est ça, ouais. Donc, on n'est pas sûr qu'il sera de retour dans 2 à 3 semaines. Et après, c'est intéressant, je trouve, d'un point de vue des Knicks, parce que ça permet d'essayer de nouvelles choses aussi, de nouvelles line-up. Mais c'est vrai que dans l'effectif tel qu'il est construit, il y a vraiment ce côté, on a toujours soit Brunson, soit Randle sur le terrain, et on a toujours en fait ce créateur, voilà. Mais du coup, quand t'enlèves une des deux têtes, forcément, il y a des séquences un peu plus inquiétantes, et ouais. Du coup, moi j'espère quand même que les Knicks, enfin que Randle reviendra, même si c'est pas mon joueur préféré, hein. Je pense que c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Mais j'espère qu'il reviendra assez vite parce que il y a peut-être une carte à jouer pour le coup pour les Knicks pour faire une belle campagne de play-off. Et donc c'est basé en grande partie autour de lui, quoi. Baptiste, fan des Knicks, hein, si vous ne saviez pas. C'est pour ça que plus que la moyenne, ils n'aiment pas Randle, hein, parce que les fans des Knicks, eux, ils voient tous les matchs. Nous, on voit que les gros matchs où on voit l'utilité de Randle, mais eux, ils voient aussi les petits matchs où il fait un peu plus, parfois, un peu plus des siennes, on va dire. Mais bref, donc voilà pour Randle, qui devrait... voilà, on est quand même pas sur un bon scénario, parce que comme tu dis, mine de rien, il est quand même utile, donc voilà. On verra ça. Peut-être que d'ici lundi, il y aura eu des jeunes témorés pour le remplacer, être la deuxième tête de proue. Parle pas de malheur. Dans les blessures aussi, toujours. Blessure majeure aussi, d'ailleurs, Joel Embiid qui s'est blessé contre les Warriors. Blessure au ménisque. Je sais pas si tu as vu les images qui n'étaient pas forcément très, très rassurantes. On ne sait pas encore pour combien de temps. Mais ce qui me permet aussi d'enchaîner sur une autre news, les Sixers ont été sanctionnés par la NBA en elle-même. 75, en même temps, je dis ça, mais je précise, mais personne d'autre ne peut sanctionner les Sixers à pas la NBA. Hein. C'est un peu bête ce que je dis. 75 000 dollars d'amende, pour le forfait à la dernière minute contre Denver, tu sais. En même temps, certains diraient sur Twitter que la NBA, c'était bien les seuls à être surpris à la dernière minute. Mais non, mais blague à part, pardon, pour pas faire d'ironie. Et la sanction ne vient pas sur la blessure en elle-même. La blessure a été avérée. Et vous savez qu'avec le load management, etc., les médecins de la NBA font très attention. Donc c'est pas la blessure qui elle, est avérée, c'est sur l'annonce très tardive et sur la récurrence d'annoncer des blessures très tardivement. C'est un peu ça qui fait que l'amende est tombée, parce que voilà, c'est pas trop le processus habituel, on va dire.
Ouais, et du coup, on attend de voir si les Lakers vont être sanctionnés de la même façon pour avoir fait en Ouais. gros la même chose avec Anthony et LeBron. Là, du coup, au moment où on tourne, c'était cette nuit, quoi. Oui, on allait se coucher. Enfin, moi, je pensais cool, je vais pouvoir me réveiller demain matin et lancer un magnifique Boston Lakers. Et en fait, non, on allait se coucher avec la news qu'au dernier moment, ah non, en fait, il y aura pas LeBron et il y aura pas Anthony Davis, effectivement. Donc, comme tu dis, oui, d'ailleurs, je crois que je l'ai pas noté, mais oui, si, les Pelicans aussi ont été sanctionnés de la même manière parce que Trey Murphy, ils ont fait pareil avec Trey Murphy qui avait été annoncé très tardivement pour blessé pour un match. Mais bref. Et puis non, par rapport à Embiid, autre news un peu en conséquence, c'est le fait que la règle des 65 matchs, tu sais, commence un peu à agacer, à faire parler. Ça y est, on commence un peu à en discuter, même si nous on avait parlé dès la signature du CBA, hein. Je crois que c'était en avril ou en mai dernier avec Antoine, on avait disséqué tout ça. Et effectivement, cette règle est un peu sans queue ni tête, je pense, je ne sais pas, mais Tyrese Haliburton commence un peu à râler là-dessus, ça lui plaît pas. Ouais. On sait que... Parce qu'il sent qu'il lui reste plus beaucoup de marge, quoi, avant d'arriver aux 65 matchs. Bah, c'est ça, ouais. Et c'est-à-dire que ça arrive aussi d'être blessé pour de vrai, et donc t'es blessé, tu manques 10 matchs, bah, après un match par-ci par-là, ça va vite, quoi. Donc il y a un peu ça, surtout que comme on l'a dit déjà, il y aurait des conséquences énormes en termes de si t'as une sélection All-NBA ou pas, bah finalement il peut y avoir un écart de 100 millions de dollars sur un contrat de 5 ans, donc ça fait quand même beaucoup, hein. Une éligibilité ou pas. Et puis pareil, Embiid, on commence à se dire bon bah finalement il a un niveau de jeu qui est énormissime cette saison, mais bah, en fait s'il manque des matchs, il pourrait ne pas être MVP, quoi. Donc c'est quand même une règle qui commence un peu à pointer le bout de son nez, qui commence à se concrétiser. En tout cas, les conséquences commencent à se concrétiser et on se rend compte de ah oui, en fait ouais, c'est un peu pénible. Et petit tweet aussi de notre ami Tom de Dunk Hebdo, Tom Feller, que vous connaissez, qui avait tweeté que 33% des joueurs NBA en 2023 ont été à plus de 65 matchs. Je répète, seulement 33% des joueurs en 2023 ont été à plus de 65 matchs, ce qui fait que forcément il va y avoir beaucoup de monde qui va peut-être être disqualifié pour les All-NBA et pour les récompenses de fin de saison, quoi. Mais si je dis pas de bêtises, certaines franchises peuvent faire, ou certains joueurs peuvent faire appel selon certains cas pour des contrats ou des choses comme ça, si je dis pas de bêtises. Oui, alors on en avait parlé dans des news de la semaine. Alors en fait, ils ouvrent la porte sur des réclamations potentielles, mais juste pour se protéger du fait, tu sais, que du genre t'es en fin de saison, par exemple, et la franchise, elle veut pas elle veut pas signer un trop gros contrat, du coup elle force un joueur à ne pas jouer. Ouais, et voilà, je pense que c'est un peu le seul cas de réclamation possible. Mais pour un joueur qui a été blessé plus de 15 ou 20 matchs, bon bah là c'est pas, voilà, il y a pas de réclamation là-dessus, je pense, en tout cas. Ouais. Mais bon, tout le monde commence un peu à râler là-dessus en NBA par rapport à ça. Plein de gens disent commence à faire son bruit, ouais. Bah ouais, les gens disent on n'a pas signé pour ça, quoi. Je sais plus qui c'est qui disait ça, on n'a pas signé pour ça. Mais je crois que c'est Paul Reed des Sixers qui en parlait. Mais bref, donc voilà aussi, ça commence un peu à s'ajouter. Petit rajout au montage, ça faisait longtemps, vous allez me dire. Oui, non, entre-temps, après l'enregistrement. Autre news aussi un peu majeure en termes de blessures. Fin de saison pour Zach LaVine. Vous l'avez sans doute vu passer également, peut-être. Donc voilà, Zach LaVine qui était le gros poisson, ou qui semblait l'être, en tout cas, sur le marché des transferts. On parlait des Lakers avec l'association Rich Paul, l'agent de LeBron James, qui, évidemment, est aux Lakers. On parlait de Détroit aussi. Bref, je pense que voilà, là c'est un peu plié, c'est un peu mort pour cette année, et pour essayer de rajouter 2-3 éléments peut-être. Je vais pas en faire un édito, mais ne vous inquiétez pas. Mais je pense que faut dire aussi que Chicago n'était pas pressé et n'est toujours pas pressé de l'échanger, surtout vu la taille de son contrat et vu la longueur du contrat, surtout. Donc là, on est dans une situation où Zach LaVine fait pas du tout une grande saison, donc sa cote est assez basse, mine de rien. Et puis en plus, le contrat est long, donc ça n'aide pas à attirer les offres, parce que par exemple, je pense que s'il avait eu 1 an ou 2 ans de contrat, les Lakers se seraient peut-être jetés dessus beaucoup plus facilement, pour le coup. Mais là, c'est vrai que c'est un engagement long terme sur un joueur imparfait, donc peut-être que ça n'a pas aidé aussi au niveau du marché, et je pense aussi que, en conséquence, on va dire, sans doute que les Bulls lui ont dit non, il n'y aura pas d'échange, on n'est pas pressé, on va pas t'échanger maintenant. Et donc, je pense que, vu qu'il avait 2-3 blessures qui traînaient, il a pris la décision de se faire opérer et donc de mettre fin à sa saison. C'est un peu comme ça que moi je l'interprète, mais bon voilà, c'était pour mon interprétation assez rapide. Et voilà, fin de saison pour Zach LaVine, donc voilà. Et puis autre élément aussi niveau blessure, la blessure de Joel Embiid qu'on a évoqué déjà, lui aussi, au moment où j'enregistre, donc on est dimanche après-midi, apparemment il hésiterait entre juste se reposer ou alors se faire opérer, mais l'opération pourrait donc mettre fin à sa saison.
Donc voilà, on est un peu dans l'incertitude au niveau Embiid, mais ça n'a pas l'air d'être une blessure si mineure que ça, malheureusement. Donc voilà. Autre amende aussi, une grosse amende pour Anthony Edwards, je sais pas si t'as vu, oui. $40 000 d'amende parce qu'il a dit on a joué à 8 contre 5 contre les arbitres. Bon, voilà, ça paraît assez logique tout de même. Et puis, le syndicat des joueurs aussi a approuvé et a officialisé la draft sur 2 jours aussi, tu sais. On va séparer la draft maintenant, ce sera plus un seul jour, c'est 2 jours. Mais bizarrement, l'espace entre les pics augmente pour le deuxième tour, mais pas pour le premier. Ouais, ça, j'ai pas compris. Que 5 minutes. Bah oui, parce que comme dit, moi je pensais qu'ils allaient allonger, séparer pour allonger le premier tour et en faire un vrai spectacle. Et en fait, non, on aura toujours 5 minutes à peine d'écart, quoi. Oui, c'est vraiment curieux parce que, comme dit, je pensais que c'était vraiment pour mettre en avant aussi le premier tour et en faire un peu, comme la NFL, si je dis pas de bêtises, c'est sur plusieurs jours la draft. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et finalement, non, on va garder le même système, donc ça va juste être plus court, un événement plus court, mais ok. Je demande à voir. On verra ça. Marc Gasol à la retraite officiellement. Je sais pas si tu as suivi cette info. Ça y est, c'est fini pour Marc Gasol officiellement. Ça faisait quelques temps qu'il n'était plus en NBA et son maillot va être retiré. Est-ce que toi, tu as des souvenirs de Marc Gasol ? C'est marrant parce que j'ai vu l'info via, je crois, c'est le compte Raptors France sur Twitter qui avait dit bonne retraite à Marc Gasol et qui avait mis un screen du match où du coup Gasol défend Embiid et Embiid fait un match à 0 points. Mais non, moi j'ai des super souvenirs de Marc Gasol, forcément de Toronto, mais surtout de la fin de Memphis où je trouve que c'était un joueur assez incroyable des deux côtés en fait, avec notamment la qualité de passing pour un pivot qui me bluffait à chaque fois, qui était pas dans les normes en plus à l'époque d'avoir un pivot aussi bon passeur. Oui, tout à fait. Oui. Comme nous, on l'avait fait sur la centaine, on a fait un top 100 des joueurs des années 2010. Si ça vous intéresse, sur la chaîne YouTube, il y a le petit extrait sur Marc Gasol. Ce qu'on disait, c'est que ça avait jamais été un top 10 NBA, mais en gros, il avait passé la décennie entière à être un top 30 NBA. Donc, c'est quand même un truc de très haut niveau, quoi. Donc, moi, j'aimais beaucoup. Et puis, on rappelle aussi l'anecdote que dans une année où il n'y a aucun favori, il est élu Defensive Player of the Year en 2013. Donc, alors que... ouais. Un peu par surprise, aussi grâce à Zach Lowe qui a fait un article en mars qui avait bien relancé la machine, mais bref, donc c'était tellement ouvert la course que c'était lui qui avait fini par être élu Defensive Player of the Year. Ok, il était assez jeune et bon, c'était plus pour récompenser le collectif de Memphis, mais par contre, pas élu dans les All Defensive Team. Donc ça, c'était quand même génial, parce qu'on a 2 systèmes de vote différents. Donc le Defensive Player of the Year n'avait pas été élu dans les All Defensive Team en 2013. Heureusement, il avait été repêché au final, mais bon. Ça, je pense qu'on n'est pas prêt de revoir un truc comme ça quand même. Non. En tout cas, j'espère pas. Autre news, Malcolm Brogdon ne veut pas quitter Portland, alors qu'on sait que c'est sans doute un des atouts, si ce n'est l'atout le plus prisé sur le marché. Je sais pas quoi en penser de la carrière de Malcolm Brogdon. J'ai l'impression qu'il nous fait une Derek Favors aiguë. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il a un peu lui-même abandonné, quoi, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il était titulaire à Indiana, meneur titulaire d'une bonne équipe, tu vois. Et puis ensuite, il passe 6e à Boston, ok, pas de problème. Ensuite, il passe à Portland, ok, pas de problème. Et puis non, mais je veux rester à Portland, tranquille, tu te dis, mais je sais pas, c'est un peu bizarre, quoi. Après c'est marrant parce qu'il y a eu quand même des séquences au début de saison où c'était vraiment la première option et il avait un usage un peu délirant. Oui. Mais en fait là je suis allé voir son âge et il a déjà 31 ans. C'est vrai qu'il est drafté assez vieux. Eh oui. Et tu te dis à 31 ans, bon, il est peut-être c'est peut-être le moment parfait pour passer dans un rôle peut-être dans une équipe compétitive, quoi. Et surtout que l'ajout est plutôt génial en fait, il fit presque partout, Malcolm Brogdon en plus, donc Onyx par exemple. Ouais, par exemple, entre autres. Mais c'est assez c'est curieux, je suis d'accord, c'est curieux. Non, mais une des carrières les plus bizarres quand il aura fini et qu'on pourra se retourner là-dessus, mais il se fait drafter parce que très vieux, sorti de Virginia assez vieux. Il est rookie de l'année, la fameuse course au rookie de l'année contre Embiid qui avait fait 30 matchs. Donc déjà ça c'était bizarre. Il devient role player d'élite à Milwaukee. Ensuite, il signe un contrat, il devient meneur titulaire d'une équipe de milieu de tableau. Ensuite, 6e homme de l'année. Ensuite, il est changé à Portland et là, il devient go-to guy d'une équipe nulle. Je sais pas quelle est la suite, mais bon, en tout cas, moi, Malcolm, si lui, il veut rester à Portland, moi, j'espère qu'il va pas y rester. Ouais. Donc voilà, pas plus de rumeurs de transfert que ça pour cette semaine. Mais par contre, une très belle déclaration, Baptiste, qu'est-ce qu'on fait de ça? Jason Kidd qui dit ça y est, Doncic est déjà meilleur que Dirk Nowitzki et il est au niveau de Jordan. Bon, je sais pas quoi en penser.
Là, tu m'envoies une patate chaude. Là, j'avoue Oui, que. je te la donne. Non, mais bon, on va dire que c'est de la communication. Restons là-dessus. Voilà. Ne tapons pas sur Jason Kidd quand il n'y a pas besoin. Mais bon, c'est de la communication un peu gros sabot, j'ai l'impression. Tiens, d'ailleurs, aussi un peu dans cette même veine, Giannis Antetokounmpo qui annonce être fier d'être coaché par une légende NBA. J'ai dû louper une news, mais je crois que c'était Doc Rivers qui était coach de Milwaukee, moi. J'ai peut-être loupé. Non, mais j'espère que tu rigoles, Guillaume, parce que quand même, je te rappelle que Doc Rivers est dans le top 10 des coachs all-time. Alors, top 15, je crois. Top 15. C'est top 15 ? Bon. Je crois qu'il est dans les 15 coachs sélectionnés, effectivement, pour l'équipe anniversaire, tu sais, des 75 ans, comme tu dis. Mais oui, effectivement, déclaration un peu sympathique. Ricky Rubio s'entraîne avec Barcelone aussi. Ricky Rubio qui n'a que 33 ans pour le coup, tu vois. Donc ça, c'est bien de savoir que il a mis fin officiellement à sa carrière NBA lui aussi, mais en tout cas, il retrouve un peu les terrains à Barcelone, ça fait plaisir. Barcelone, là où il avait été le phénomène, allez lire Nico Stilboli qui faisait des articles à l'époque déjà. Will Barton aussi a signé au CSKA Moscou. Je voulais le noter pour dire que, bon, au final, c'est Torrey Craig qui a gagné le duel. Hein. Torrey Craig est encore NBA. Donc voilà. Ah oui, attends, on n'a même pas parlé de cette news encore. Comment ça se fait ? Baptiste, Taj Gibson est de retour chez les Knicks, chez toi. Non mais je pense, alors c'est très marrant parce que je sais pas la combienième fois qu'il revient pour se refaire couper. Parce que cette année déjà, il a signé pour se faire couper, pour du coup là il se fait re-signer. Et je savais même pas qu'on pouvait faire ça finalement. Mais soit. Et je pense que ce qui avait été dit un peu lors de son premier passage cette saison, c'était que il y avait une place qui lui était gardée dans le coaching staff. Oui. Pour l'année prochaine, donc je pense que c'est un peu un truc d'anticipation de oui, en fait, reviens tout de suite, et même si tu peux plus jouer, je pense que Taj Gibson ne va plus jouer une seule minute avec les Knicks, mais voilà, pour un peu effectuer déjà la transition quelque part. Bah après, c'est un peu le Udonis Haslem de Thibodeau, quoi. Donc, bon, si Haslem, il a eu droit à son maillot retiré et une statue, pourquoi pas Taj Gibson, du coup, je ne sais pas. Alors, peut-être pas chez les Knicks, mais en tout cas, dans la maison de Thibodeau, dans son jardin, une statue, ouais. Pourquoi pas. C'est ça le problème, c'est que Haslem, il a fait qu'une seule franchise. Malheureusement, Ben Simmons, de nouveau blessé, cette fois au genou, alors qu'il revenait à peine de son dos, mais blessé au genou. Bon, pas grand chose à dire, c'est un peu habituel, mais un peu triste. Killian Hayes aussi, le français Killian Hayes, qui commence à avoir des DNP du côté des Dayton Blade, donc du coup, au côté Détroit. On rappelle qu'il est en fin de contrat, ça pourrait être une fin de saison, voire même un échange, puisque là, il est à la fin de son contrat rookie, ce serait pas étonnant, quoi. J'ai l'impression qu'on s'y dirige malheureusement fortement. Moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup le profil en fait au moment de sa draft. Ouais. Et à Ulm notamment. Mais ouais, un peu là, on se dirige vraiment vers une fin de projet. Je sais même pas si on est peut-être pas sur une fin de NBA ou de carrière NBA pour Killian Hayes, quoi. C'est pas impossible, ouais, parce que s'il est en fin de contrat et que personne ne veut le re-signer, bon, ce serait pas étonnant que quelqu'un le teste, mais ce serait pas étonnant non plus que personne n'en veuille, donc on verra, on espère que peut-être il fera une Dante Exum, il reviendra dans quelques années. Mais d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y avait une fan qui est venue de Ulm, justement, avec une pancarte, qui était venue le voir jouer. T'as pas vu ça passer ? Non, j'ai pas vu du tout. Eh ben, une fan, du coup, allemande qui est venue depuis Ulm pour le voir jouer en NBA, là, on s'est passé sur les réseaux il y a quelques jours. Mais bref, Steve Kerr aussi qui nous dit on ne trouvera pas mieux que Chris Paul et Gary Payton the Second sur le marché des transferts. Je suis pas trop d'accord, mais bon. Peut-être un petit coup de com' là aussi, hein. Ouais, après bon, je sais pas. Moi, j'avoue qu'il y a 2 semaines, j'étais prêt à faire un package Kuminga et Chris Paul, un peu le côté Chris Paul le gros contrat, Kuminga l'attrait jeune, pour avoir quelque chose pour sauver la saison des Warriors. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont relancé le Kuminga, donc ça m'a l'air un peu mort là pour un échange de Kuminga. Ouais. Ou alors, si ça se trouve, ils l'ont juste relancé pour lui redonner de la valeur. Et ce qui, pour le coup, a plutôt bien marché. Peut-être aussi, ouais. Bah, comme les Lakers d'ailleurs, avec D'Angelo Russell qui fait des matchs de folie depuis qu'on sait qu'il va partir. C'est un peu. Il a encore fait 14 passes, hein. Je sais pas si t'as vu, 14 assists contre les Boston Celtics. Mais bref, et puis on finit malheureusement par une très mauvaise nouvelle. Je suis désolé, Baptiste, on finit par ça. Adam Silver qui va prolonger avec la NBA ouais. jusqu'en 2030. Non. Qui prolonge son propre contrat, donc. Non, c'est pas lui qui se prolonge, Baptiste. Mais... Bon, je rigole un peu, mais parce que je ne suis pas d'accord avec toutes ces décisions, mais en tout cas, il va prolonger Adam Silver. On savait qu'il avait failli partir à Disney. Il pourrait prolonger jusqu'en 2030. Lui qui est là depuis 2013, hein, il faut le rappeler, depuis 2013 déjà. Tu sais quel âge il a d'ailleurs ? Oula, bonne question.
52. Il est à 61 ans. Oh, wow. Il fait très jeune en fait. Ah oui. Il fait très très jeune, Adam Silver. Ouais. Mais voilà. Et je crois que son successeur, du coup, c'est Mark Tatum, qui pourrait être le prochain. Si en 2030, il est encore là, Mark Tatum et qui veut le poste. Mais en général, ça marche comme ça. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.